Bonjour à tous. Je suppose que vous vous portez assez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne l'énergie mécanique et sa conservation. Dans cette vidéo, nous allons définir l'énergie mécanique. Parlerons de l'énergie potentielle, puisque nous avons déjà vu l'énergie cinétique. Et enfin, nous allons faire un clin d'œil sur la conservation de l'énergie mécanique et les transformations mutuelles d'énergie. L'énergie mécanique, notée EM, est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Cela signifie que EM est égal à EC plus EP. Voilà l'expression permettant, n'est-ce pas, de calculer l'énergie mécanique d'un système. Qu'en est-il maintenant de l'énergie potentielle? Puisque l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Ayant déjà vu l'énergie cinétique, nous allons plutôt tabler ici sur l'énergie potentielle. L'énergie potentielle existe sous deux grandes formes. L'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique, quant à elle, se subdivise également en deux. L'énergie potentielle élastique d'un ressort et l'énergie potentielle élastique de torsion, cas par exemple d'un fil de torsion. Vous devez donc savoir que l'énergie potentielle est généralement définie par rapport à un niveau de référence. Dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur, dans la plupart des cas, lorsque le niveau de référence n'est pas défini, on prend le sol comme niveau de référence. Perdez pas de vue cela. Dans le niveau de référence, c'est très important. Il faut toujours prendre cela en considération lorsqu'on veut calculer, lorsqu'on veut déterminer une énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur est donc l'énergie que possède un corps à cause de sa position relative par rapport au sol. C'est-à-dire, tout corps situé à une certaine altitude du sol possède une énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie-là est notée EPP. EPP est donc égal à M fois G fois H. Ou encore M fois G fois Z. Si nous considérons notre solide qui est là à une certaine altitude, voici donc H qui vaut Z. Si on est ici au sommet et que là si on est ici par exemple en A, et ici au sol, ça veut dire que Z ici, ou bien H là est égal à Z au sommet moins Z au niveau de référence S. Or, Z au niveau du sol est égal à 0. Z au niveau du sol est égal à 0. Donc, le niveau de référence est tel que tout objet qui est situé à cette position-là possède une énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Pression qui EPP en joules, M s'exprime en kilogrammes, G c'est la pesanteur, en newton par kilogramme, et H ou Z en mètres. Donc voilà les différentes unités. Je voudrais également vous faire savoir ceci. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps ne varie pas avec le niveau de référence. Donc, quel que soit le niveau de référence, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre deux points quelconques donnera toujours la même valeur. Et puis, si un corps est au-dessus du niveau de référence, son énergie potentielle de pesanteur sera supérieure à 0. Si maintenant le corps est en dessous, son énergie potentielle de pesanteur sera inférieure à 0. Si le corps est situé au sol, son énergie potentielle de pesanteur est égale à 0, tout court. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'énergie potentielle de pesanteur dans ce calcul. Passons à l'énergie potentielle élastique maintenant d'un système. Il s'agit de l'énergie que possède un corps à cause, par exemple, de son élasticité. Le ressort est élastique. Un fil de torsion, de constant de torsion C également possède une certaine élasticité. Cas du ressort. Si nous avons un ressort comme ceci, auquel est fixé un solide S, que l'on tire, c'est-à-dire que l'on allonge de ce point à ce point. Le ressort s'allonge donc de X. Le ressort possède une constante de torsion notée K. Alors, l'expression de cette énergie sera énergie potentielle élastique, ce sera égal à 1 demi de K fois X au carré, plus une certaine constante. La constante est généralement nulle parce que tout simplement le niveau de référence est choisi à la position d'équilibre, n'est-ce pas, du ressort. Dans cette relation, EP s'exprime toujours en joules, car la constante de raideur en newton par mètre et X en mètre. Donc X ici se donne en mètre. Voilà. Qu'en est-il maintenant du
de l'énergie potentielle de torsion, cas d'un feu de torsion. Lorsque vous regardez ce dispositif, la tige en position initiale est horizontale. Lorsqu'on tourne cette tige d'un angle θ, le système possède donc une énergie potentielle élastique de torsion d'expression EP de torsion égale à 1/2 de C fois θ au carré. Alors, EP en joule, C la constante de torsion en newton point mètre par radian et θ en radian. Et voilà l'expression qui permet donc de déterminer l'énergie potentielle élastique de torsion d'un système. Alors, ayant vu tout ceci, l'énergie potentielle globale, c'est donc la somme de toutes les énergies. EP totale, l'énergie potentielle totale, sera donc égale à l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique d'un ressort, plus encore l'énergie potentielle élastique de torsion. Toutes ces énergies-là en joules. Pareil que toutes les énergies mécaniques en joules. Là, c'est tout pour l'énergie potentielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle existe sous deux grandes formes. L'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique se subdivise en deux. L'énergie potentielle élastique d'un ressort et l'énergie potentielle élastique de torsion. Alors, parlons maintenant de la conservation d'énergie mécanique d'un système. Ici, on aura affaire à la loi de conservation d'énergie mécanique qui viendra également compléter le théorème de l'énergie cinétique dans certaines situations où vous serez amené plutôt à utiliser la loi de conservation de l'énergie mécanique plutôt que l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Que nous dit donc la loi de conservation de l'énergie mécanique? L'énergie mécanique d'un système isolé ou pseudo-isolé est constante tout court, c'est-à-dire est constante au cours, n'est-ce pas, de son évolution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Donc, c'est-à-dire EMI est égal à EM, ou encore que la variation de cette énergie mécanique est égale à 0. Voilà ce que cela signifie. Si delta EM est égal à 0, puisque l'énergie mécanique c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on aura donc delta EP plus delta EC qui sera égal à 0. Ce qui signifie encore que delta EP ou bien delta EC est égal à moins delta EP. Ça veut dire que la variation de l'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Voilà ce que signifie donc cette expression. La variation de l'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Ou encore que la variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé de la variation de l'énergie cinétique. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas conservation d'énergie mécanique, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, on a négligé les forces de frottement, on a négligé par exemple la résistance de l'air. Dans ce cas, pour obtenir ceci, donc pour un système isolé ou pseudo-isolé, les forces de frottement sont négligeables. Maintenant, lorsqu'il y a non-conservation d'énergie mécanique, les forces de frottement, ou alors les forces qui s'opposent par exemple au mouvement du système, ne sont plus négligées. Dans ce cas, il n'y aura plus conservation d'énergie mécanique. Une partie de l'énergie mécanique sera donc cédée au milieu extérieur sous forme de travail des forces de frottement. Donc dans ce cas, l'expression à utiliser dans les calculs, dans les exercices, ce sera delta EM sera égal au travail des forces de frottement. C'est cette relation qui sera par exemple appliquée pour déterminer l'intensité des forces de frottement, puisque sachant que delta EM, c'est delta EP plus delta EC, alors il suffira de manipuler cette relation afin, n'est-ce pas, de déduire F. Cela veut dire qu'on aura EM final moins EM initial égale au travail des forces de frottement. Donc vous voyez que le travail intervient toujours. Si vous avez des lacunes en ce qui concerne le travail d'une force, allez regarder
les vidéos sur le travail pour un déplacement rectiligne et pour un mouvement circulaire, c'est-à-dire où le point d'application de la force effectue un mouvement circulaire qui prend en compte, n'est-ce pas, le moment. Parlons maintenant des transformations mutuelles d'énergie. Ici, nous allons nous intéresser à la chute libre. La chute libre, c'est la chute d'un corps soumis à la seule action de son poids. Observons cette pomme. Si cette pomme est lâchée, ou alors se détache, n'est-ce pas, de sa branche, elle va donc atteindre le sol en chute libre, sous l'action unique de son poids. Là, c'est une chute libre. Dans ce cas, son énergie potentielle doit se transformer progressivement en énergie cinétique jusqu'au sol. Et dès que la pomme va atteindre le sol, son énergie potentielle sera nulle. Donc, à ce sommet, à l'altitude de la pomme, l'énergie de la pomme est tout simplement égale, c'est-à-dire l'énergie mécanique de la pomme est égale à son énergie potentielle de pesanteur uniquement. Et maintenant, lorsque la pomme sera au sol, son énergie mécanique sera uniquement égale à l'énergie cinétique de la pomme. Maintenant, si on prend le cas de la bille qui est lancée vers le haut avec une certaine vitesse initiale que l'on peut noter V0, la bille va monter en ralentissant jusqu'à atteindre un sommet, point A. Une fois que la bille va atteindre son altitude maximale au point A, elle va redescendre. Donc, lors de la montée, l'énergie cinétique sera transformée en énergie potentielle. Au point A, l'énergie cinétique va s'annuler. Donc, EC sera égal à 0. La bille va donc redescendre et maintenant l'énergie potentielle sera transformée au cours de la descente en énergie cinétique. Donc, voilà ce qu'on appelle transformation mutuelle d'énergie. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Nous terminons ainsi cette vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et j'ai un dernier conseil à vous donner. Ne perdez pas de vue les gestes barrières qui permettent, n'est-ce pas, de limiter la propagation du coronavirus. C'est une réalité, cette maladie. Donc, faisons tous l'effort de limiter sa propagation en respectant et en appliquant les différents gestes barrières.